Alors, bonjour, monsieur Omar Ali Hassan. Peut-être dois-je dire capitaine, je n'en sais rien, je ne connais pas les usages en ce qui vous concerne. Oui, capitaine, bien sûr, ex-capitaine, bien capitaine, en fait. On dit toujours capitaine, bien. Donc, vous êtes né à Djibouti, où vous avez commencé vos études, j'imagine, primaires et secondaires, et puis vous avez fait un DUG à l'université de Montpellier. C'est bien ça. Ensuite, vous êtes rentré dans l'armée en 2001 comme engagé, et là vous avez poursuivi une carrière brillante d'officier, puisque vous avez été envoyé en Allemagne de 2004 à 2008. Après, vous avez pris le commandement vous avez été instructeur, enfin vous avez fait plein de choses, mais vous avez pris le commandement d'une unité de force d'intervention. Ensuite, vous avez été nommé capitaine, après un stage aux États-Unis, et vous commandiez, alors là, votre dernière fonction, c'est commander le bataillon d'intervention rapide que vous avez pratiquement organisé, je dirais. Bon, le jour de votre départ, vous deviez être muté pour un autre poste. Vous deviez aussi, normalement, recevoir les félicitations de la hiérarchie. Il n'y a pas eu grand-chose et ça vous a beaucoup frustré. Là, vous avez été envoyé aux États-Unis pour 18 mois, où vous êtes arrivé seul, et contrairement à l'accord même des Américains, vous n'avez toujours pas pu faire venir votre famille. Quand vous étiez en formation aux États-Unis, vous n'avez pas pu faire venir votre famille parce que le régime lui refuse, à vos enfants et à votre épouse, refuse le passeport ou les autorisations de déplacement. Bon, maintenant, vous avez donc décidé, lorsque le lieutenant Fouad a été arrêté en Éthiopie, ça vous a beaucoup choqué, vous étiez d'accord avec les reproches qu'il faisait, et vous avez donc décidé de quitter l'armée, de démissionner, et de rentrer dans le civil. Vous êtes resté aux États-Unis. Alors vous allez nous raconter un peu ce que vous faites, mais après. Déjà, corrigez-moi ou ajoutez les points que vous aimeriez sur votre parcours pour que les internautes vous connaissent. Oui, la majorité donc des informations que vous venez de donner sont correctes, à part que j'ai donc fait mon cours de capitaine en 2010, mais par contre j'ai été nommé capitaine en 2017. Donc ensuite, ah oui. Voilà. Donc ensuite j'ai fait donc 2 ans avec le premier bataillon qui a été envoyé en Somalie, le bataillon dénommé Hill Walal, de 2012 à 2014. C'est très important, j'y tiens, parce que c'était un des moments les plus importants aussi de ma carrière. Sinon, comme vous l'avez dit, la dernière fonction, c'était mettre sur pied et être responsable de la supervision, de l'instruction, avec les Américains du bataillon d'intervention rapide. D'accord. Alors, vous avez démissionné au moment de l'affaire du lieutenant Fouad, c'est bien ça? Exactement, donc j'étais au Texas, à l'école des langues, et donc j'avais réussi le passage linguistique et je m'apprêtais donc à quitter le Texas pour aller au Kansas et commencer donc mon cours d'état-major. Mais comme vous l'avez dit, j'étais déjà frustré. Donc, après 2 ans de regroupement, de sélection, de préparation, de mise sur pied de 500 bonhommes, j'ai juste été donc félicité verbalement, ce qui est contraire donc au règlement. Je n'ai pas eu de lettre de félicitations, ni de médaille, ni avoir été donc promu au grade supérieur. Donc, j'ai été lâchement écarté parce que je me suis mis donc à l'encontre de plusieurs façons de faire donc du régime, du commandement, du haut commandement, et c'est pourquoi donc j'ai été écarté lâchement. Voilà.
Oui, on va en parler un peu après de ce que vous avez ressenti. Dernière chose que j'ai oublié de dire, c'est que vous parlez quand même 6 langues, qui est remarquable. Vous parlez l'arabe, l'anglais, le français bien sûr. Vous parlez aussi, vous m'avez dit, le L'allemand. somali. Pardon? Oui, Le l'allemand somali et l'afar. Voilà. et l'allemand. Et l'allemand. Vous avez en effet fait un stage en Allemagne. Bah, bravo. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous nous disiez, puisque vous étiez parti sur ce point, ce qui vous a le plus déçu ou marqué dramatiquement dans votre carrière militaire. Vous m'aviez parlé un peu d'un manque de véhicules pour transporter les hommes que vous encadriez, alors qu'il y avait plein de véhicules qui dormaient dans les casernes, des dons de la communauté européenne, enfin de la communauté internationale plutôt, etc. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Eh bien, premièrement, ce qui m'a marqué, c'est d'abord donc l'histoire de Fouad. Et d'ailleurs, c'est pourquoi donc j'ai dû démissionner et le supporter après avoir visionné donc la vidéo de son épouse qui a été postée sur les réseaux sociaux et qui suppliait donc le président, qui est le chef suprême des armées. Et donc, je savais que le lieutenant Fouad disait la vérité, puisque moi, j'ai subi donc plein d'injustices. Et c'est pour cela donc que j'ai dû donc soutenir, parce que je savais qu'il allait donc être victime de torture ou voire même éliminé. Hein, mais donc, ça a permis. Oui, il y a toujours ce risque avec le régime. Avec le régime. Donc, je me suis mis à ses côtés et d'ailleurs, quelques mois plus tard, on voit cette vidéo-là qui a été postée sur les réseaux sociaux qui montre les conditions de détention horribles du pilote, hein, avec une peau donc infectée. Et donc, je regrette pas. Je pensais que le président allait donc réagir, mais au fait, ça s'est empiré. Donc, parmi les injustices qui m'ont marqué, c'est tout en étant commandant de bataillon, au tout début, l'état-major et d'autres chefs de corps voulaient s'accaparer du budget alimentaire donc de mon unité, de mon bataillon. Et pour me décourager au début, j'ai dû même donc déposer mon chèque personnel de 1 300 000 francs pour pouvoir donc acheter les denrées alimentaires à mon bataillon. Et j'ai donc été remboursé ultérieurement. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple. Vous avez avancé des fonds, parce que l'organisation militaire ne le faisait pas. C'est ça. Il faisait exprès donc de me démoraliser au tout début, puisque j'ai donc refusé d'être rattaché au régiment blindé qui donc a pris tout de suite le dessus sur mon bataillon à mon départ, qui s'est accaparé donc de mon commandement. Et donc pendant ces 2 ans, j'étais commandant de bataillon sans aucun décret présidentiel. Donc au fait, j'ai été utilisé à bon escient et puis après, voilà. Et une autre grosse injustice, par exemple, j'avais un seul véhicule poids lourd transport de troupes pour 500 bonhommes. Ce qui m'obligeait donc. Ça les fait serrer, hein. Il faut les serrer. Voilà, donc on sait qu'un véhicule Oural, hein, c'est type russe, ne peut donc transporter que 30 à 35 personnes. Donc j'étais obligé de faire 25 km depuis ma position jusqu'à Damerjog, qui était la ville la plus proche, de faire par exemple 6, 8 allers-retours quand j'envoyais par exemple 2 unités en permission courte durée. Et depuis là-bas, j'ai été obligé donc de louer des bus civils pour donc véhiculer les soldats vers Djibouti-Ville pour qu'ils puissent donc aller en permission. Et au retour, la même chose. À partir de Balbala, la place de Balbala, c'était le lieu de regroupement. Je louais des bus
pour donc les transporter jusqu'à Damerjog. Et puis depuis Damerjog, le seul véhicule faisait donc 7 à 8 allers-retours. C'était donc les sabotages que j'ai subis parmi tant d'autres sabotages. Voilà quelques injustices. La dernière, c'est que gratuitement, l'état-major m'a refusé l'accompagnement familial, sachant que je suis issu quand même d'une grande famille, que je suis un patriote et que j'ai fait donc le tour du monde, que je n'allais pas donc à partir en tant que réfugié avec ma famille et donc quitter mon stage. Votre pays, oui. Voilà, donc imaginez passer 18 mois sans sa famille, ses enfants qui sont mineurs et gratuitement. Voilà, donc c'est pas facile. Et en plus de ça, donc les Américains étaient prêts à délivrer les visas et à faciliter l'installation de la famille. D'accord. Alors, donc vous avez quitté l'armée, donc vous avez quitté votre stage aux États-Unis. Exactement. Vous avez quitté le stage. J'ai écrit une lettre. Que j'ai déposée donc par la suite, d'ailleurs, j'ai pris contact avec mon conseiller militaire ici aux États-Unis, qui était donc étonné parce que j'étais quand même parmi donc les premiers de ma classe et j'avais réussi la langue, le cap de la langue. Il faut dire que c'était le début de la crise du Covid et oui. Mon stage était le seul stage qui n'avait pas été comment dirais-je, annulé. Tous les autres stages ont été annulés, sauf le stage de cours d'état-major. Donc, j'étais prêt à partir pour la suite. Donc, oui, j'ai démissionné et donc j'ai posté ma lettre de démission sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, le choc à Djibouti parce que personne oui, on en a beaucoup parlé. Voilà, personne n'était au courant de cela, ni ma famille, ni personne. Donc. Alors, vous êtes resté aux États-Unis, vous êtes installé à Minneapolis, si j'ai bien compris. Vous vivez sous quel régime? Vous avez une carte de résident, vous avez une carte de réfugié, vous avez demandé la nationalité américaine. Comment vous vivez? Alors, moi, je suis donc un nationaliste. Hein, je ne cherche pas à avoir une autre nationalité, mais oui. Je suis en tant que réfugié politique. Mon dossier est en cours. J'ai mon avocat et je peux donc librement circuler aux États-Unis. Je peux conduire. Donc, je mène une vie normale ici aux États-Unis. Voilà. Je ne suis pas, par exemple, en situation irrégulière. Hein. Voilà, vous n'êtes pas en situation illégale. Et votre famille ne peut toujours pas venir vous rejoindre? Alors, ma famille, ma femme a réussi à avoir le passeport parce qu'elle ne porte pas mon nom, donc incognito est passé. Mais au moment où mes 3 enfants mineurs ont déposé leur passeport, en novembre, hein, l'année dernière, et donc ont complété le dossier et ont payé même les frais de passeport, au moment de la signature, le chef de la police a su donc que c'est mes enfants. Vous savez, Djibouti, c'est un petit quartier. Oui, bien sûr. Et donc, voilà, depuis novembre jusqu'à ce jour, les passeports n'ont pas été délivrés quand on sait qu'une délivrance de passeport n'excède pas 2 à 3 semaines. Et donc là, on est à 5-6 mois. D'accord. Donc, il y a vraiment une volonté politique de vous nuire. Exactement. Et de se venger de vous. Exactement. C'est donc ce caractère revanchard et donc cette méchanceté gratuite, cette répression est donc très très connue hein, par le régime. Hein. Bon, on parlera de cela après, peut-être même en privé. Au sein de la CTD, alors vous faites quoi au sein de la CTD? Parce que d'abord, pourquoi vous avez rejoint la CTD et qu'est-ce que vous y faites? Alors, comme vous le savez, et donc je fais partie des membres fondateurs, c'est-à-dire, je dirais plus des membres rassembleurs, puisque donc cet esprit… Des membres quoi? J'ai pas compris. Membres rassembleurs, on va dire. Hein. Ah, rassembleurs, d'accord.
Exactement, parce que donc moi, j'ai pas participé au Bourget, c'était en 2018, j'étais encore en service, mais dans les coulisses, une fois que j'ai démissionné, donc j'étais en contact avec les différents partis politiques, personnalités, activistes, et donc j'ai joué un très grand rôle pour rassembler, pour discuter en coulisses et pour donc former la CTD avec, par exemple, le FRUD, avec l'ARD et tous les autres acteurs. Sinon, mon rôle, voilà, mon rôle au sein du CTD, donc voilà, c'est rallier, voilà, les personnalités, les partis politiques, et donc j'ai réussi à rallier pas mal de monde. Sinon, un de mes rôles principaux, je suis donc à la tête de la commission de défense et de sécurité qui regroupe un certain nombre de personnes. Et je fais partie aussi donc de la commission de communication, puisque avec monsieur Aïnaché. Avec monsieur Aïnaché qui est notre coordonnateur, hein, notre doyen, et responsable de la commission communication. Donc on est très bien organisé et sur le plan médiatique. Donc je suis aussi délégué porte-parole ici aux États-Unis. Et sinon, je fais partie de la commission des finances, voilà, qui est chapeautée par Ismaël, qui se trouve au Canada. Ismaël, comment? Ismaël Youssouf. Ah, Ismaël Youssouf, d'accord. Bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous faites aux États-Unis, au fait? Eh bien, là, je suis un activiste à plein temps et donc j'ai dû me reconvertir aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on est jeudi et donc je partirai dans les studios à Minneapolis. On a une émission, donc je suis aussi cofondateur de cette émission avec deux autres amis, Saïd Billet et Mohamed Ali, qui sont ici aux États-Unis. Il s'agit de l'émission Djibouti House, qui parle de l'actualité djiboutienne et donc qui sensibilise les Djiboutiens sur leurs droits, mais aussi qui dénonce les violations de droits de l'homme. On invite donc, j'ai déjà eu l'épouse du pilote, j'ai eu donc Deka Issadour qui avait démissionné de la garde républicaine. J'ai eu Mouna Chalana qui est connue donc pour avoir été donc mise à pied suite à sa protestation pacifique contre l'électricité moins chère. Voilà ce que je fais. Sinon, je suis cofondateur d'une NGO. Je pense que vous avez vu le site indépendance.org. Nous aidons donc des familles qui sont en difficulté à Djibouti, toute communauté, en leur envoyant des petits fonds pour qu'ils puissent donc avoir une ration alimentaire mensuelle. Donc, depuis novembre, on s'occupe d'une vingtaine, voire trentaine de familles. Voilà, à les aider. C'est très bien, je peux que vous féliciter, mais vous vivez de cette association qui vous permet de vivre, ou elle vous coûte de l'argent? Voilà, donc j'ai un sponsor américain qui m'a été présenté par l'intermédiaire du représentant du FRUD ici, qui est donc aussi un proche parent, hein, donc je ne savais pas, mais c'est un proche parent aussi à moi. On a des liens, des liens familiaux. Donc, il s'agit de Ali Shihim Ali qui m'a mis en contact avec cette personne. Et il s'est avéré que cette personne-là avait une vision d'indépendance et c'est aussi un activiste donc, et un défenseur des droits de l'homme. Donc, le courant est passé et voilà, je suis son directeur exécutif. On a monté donc ce projet qu'il avait déjà monté, mais Djibouti est donc le projet pilote, en fait. Voilà, donc sur le site. J'ai oublié de vous demander, la radio, elle est émise en quelle langue? La radio, c'est en fait, c'est un studio, hein, c'est une émission télévisée, hein, c'est pas une radio. Voilà, elle est donc accueillie dans les studios de Tempo TV donc qui est la chaîne panafricaine et qui accueille donc plusieurs pays africains ici dans les studios à Minneapolis. Et c'est donc
tantôt en français, tantôt en afar, en Somalie et parfois même en arabe. Donc, dans toutes les langues parlées. Aujourd'hui, Parler à Djibouti. voilà. Aujourd'hui, je vais accueillir, par exemple, un psychothérapeute, fils d'un ancien indépendantiste, qui va donc parler d'un livre qu'il a écrit suite aux mémoires de son père, qui avait donc travaillé, qui était un des lieutenants de Mahmoud Harbi, hein, l'indépendantiste qu'on connaît bien. Oui. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler un peu de l'histoire de Djibouti, qui n'est pas enseignée dans les manuels scolaires et dont la plupart des Djiboutiens ne savent pas. Voilà, et des fois, vous on avez parle. Raison. Voilà. Donc, voilà l'émission ici. Comme on vous parle de la CTD, je dirais, comment voyez-vous l'avenir de la CTD? Parce que, comme je l'ai dit à de nombreux membres fondateurs que j'interviewe, pour le moment, la CTD, c'est bien, elle aura un rôle, mais les conditions ne sont pas remplies pour qu'il y ait ce rôle. Il n'y a pas vacance du pouvoir. Très bien. On sait que dans toute chose, il faut donc tâter le terrain, ce qu'on appelle au jargon militaire, il faut faire la reconnaissance. Ensuite, il faut faire ce qu'on appelle la préparation. En même temps, avant la préparation, il faut faire la planification. Après la planification, la préparation et puis ensuite l'exécution. Donc là, on est entre la planification et l'exécution. Donc, moi, ce que je retiendrai, c'est l'exécution. Vous comptez sur quoi pour exécuter votre mission ou la mission que vous êtes fixée? Alors, quand je dis nous sommes entre la planification et l'exécution, c'est qu'il y a déjà eu donc des actions qui sont exécutées et d'autres qui vont donc être aussi exécutées. Par exemple, on se bat sur le front des médias, on commence à se faire connaître. On est passé ici aux États-Unis sur ABC, sur Pioneer Press, et donc vous avez vu RFI a parlé aussi de la CTD et TV5 Monde aussi. Donc, on se bat aussi sur le plan diplomatique. Nous avons des contacts avec la commission des relations extérieures. Et sur le terrain, vous savez qu'il y a donc des actions du parti politico-militaire du FRUD, qui est membre donc signataire de la CTD. Sinon, vous avez l'ARD qui fait toujours donc des manifestations. Bon, maintenant c'est le Ramadan, ça s'est un peu calmé, mais ça va reprendre. Et ça se termine mardi ou mercredi, hein, c'est ça. Voilà. Et donc, vous avez cette commission de contact qu'on a créée et la commission de mobilisation. Et donc, voilà, nous sommes entre la planification et l'exécution. Vous avez toutes ces commissions qui ont été créées, qui doivent rendre les travaux et qui doivent donc vendre ce projet politique aux Djiboutiens. Donc, nous sommes sur trois fronts. Le front médiatique et donc lobbying politique. Le front donc mobilisation et donc contact à Djibouti, avec aussi donc les deux commissions et les actions donc à Djibouti des partis politiques. Et le troisième point, c'est donc les actions du FRUD. Voilà. Très bien. J'ai bien noté tout ça. J'imagine que il y a des secrets que vous ne pouvez pas dévoiler sur certains moyens d'exécution, et ça me paraît normal. Mais est-ce que les travaux des commissions vont être rendus publics? Est-ce qu'on va les connaître? Est-ce que vous allez nous les envoyer pour qu'on les diffuse? Comment ça va se passer? Alors, on mise sur ce qu'on appelle la transparence. Voilà. Donc, nous avions précédemment annoncé que nous travaillions sur une charte et que nous allions la présenter. C'est ce que nous avions fait. Nous avions travaillé la charte, nous l'avions donc diffusée sur tous les supports médiatiques. Oui, on l'a vu. Voilà, même chose, nous avons annoncé que nous sommes en train de préparer des commissions dont les travaux vont être rendus publics prochainement. Je ne peux pas donc donner la date exacte, mais pas donc dans le mois à venir, hein, certainement. Ah oui, voilà, oui, il est très très bien avancé, hein, on travaille en coulisses, en équipe. Donc il y a une dizaine de commissions, hein, c'est donc du lourd.
Et tout sera rendu public, bien sûr. Et vous avez vu nos communiqués. Nous avons donc lancé un appel aux partis politiques qui font donc route solo et pour leur dire de joindre donc leur effort, notre force, de joindre donc cette coalition ou bien de coordonner donc nos efforts ensemble pour pouvoir donc impacter et pouvoir réaliser donc ce changement. Donc nous sommes ouverts. La CTD, c'est un groupe de personnes, de personnalités, société civile, jeunesse, association, qui est ouvert à tout le monde. Ça représente très bien les Djiboutiens et je suis très optimiste en ce qui concerne la CTD parce qu'il y a des personnes vraiment engagées et réfléchies. Bon, maintenant, il y a une dernière chose que j'aurais vous demander. Moi, je suis djiboutien, j'ai envie de rejoindre la CTD, à qui je m'adresse? Alors, donc, c'est sur nos… Il y a une boîte aux lettres, il y a un site internet, il y a quelque chose? Bien sûr, il y a un site internet, il y a le site Facebook qui est très bien suivi, il y a un numéro de téléphone. Sinon, il y a un numéro de téléphone. Oui, il y a un numéro de téléphone. Voilà. Il y a un numéro de téléphone, il y a une adresse email, ttdjeep@hotmail.com, sur tous nos communiqués. Sinon, nous avons donc lancé un appel qui dit que tous les partis politiques qui font donc partie, ou bien les personnalités qui font partie de CTD, vous pouvez les contacter. Si vous êtes à Djibouti, vous pouvez vous adresser à l'ARD ou bien l'UDJ et vous pouvez être membre directement en prenant contact avec ces personnes-là. Sinon, si vous êtes en Europe, eh bien, on a des représentants en Europe. Si vous êtes aux États-Unis, nous avons des représentants aux États-Unis. Je suis ici à Minneapolis. Nous avons des personnes qui sont à Maine et donc la même chose pour l'Angleterre. Et au Canada aussi. Et au Canada. Voilà, donc si une personne a vraiment envie de joindre, il y a vraiment donc une panoplie d'adresses. Et une procédure. Je me permettrai quand même de mettre le numéro de téléphone dont vous me parlez. Voilà. J'ai déjà mis l'adresse mail dans l'entretien que j'ai eu avec Monsieur Nidal. Je ne sais plus exactement son nom, mais Nidal. C'est la même. Voilà. Donc, je mettrai le numéro de téléphone. J'ai bien noté tout cela. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je voulais vous remercier pour accueillir les personnalités du CTD, pour votre effort médiatique, pour votre temps. De nos jours, on sait que les médias ne sont pas à négliger, au contraire. Et je voulais donc envoyer un message à mes compatriotes djiboutiens pour leur dire que le changement ne viendra que des Djiboutiens et que leurs conditions de vie déplorables depuis 40 ans ne pourront donc changer que si vraiment ils contribuent à ce changement. Le changement ne viendra pas donc de l'extérieur ni de toutes les forces qui sont stationnées à Djibouti. Il viendra donc des Djiboutiens. Je leur demande donc de joindre leurs efforts à la CTD ou de contribuer indirectement au changement qui est plus que nécessaire à Djibouti. Très bien. Eh bien, écoutez, capitaine, je vous remercie et puis je vous souhaite beaucoup de succès.